Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir et un immense honneur que d'accueillir aujourd'hui au Collège de France Ourique Sourouzian. Alors, je ne vais pas faire une très longue présentation d'Ourique, qui est une égyptologue et historienne de l'art de renommée internationale, que tout le monde connaît par ses travaux en Égypte, par ses nombreux écrits. Elle a été diplômée de l'école du Louvre, docteur d'État ès lettres de l'université Paris-Sorbonne, et elle a contribué de manière exceptionnelle à la connaissance de la statuaire égyptienne sous tous ses aspects. Alors cela se manifeste par différents procédés. Alors, parfois, ce sont des raccords de statues, des raccords improbables entre des morceaux dispersés dans des magasins de sites égyptiens. Et parfois, ce sont des synthèses absolument admirables, comme celle qu'elle a produite récemment. Et on avait travaillé ensemble sur la production de ce magnifique ouvrage, ce monumental ouvrage qui s'intitule « Recherche sur la statuaire royale » de la 19e dynastie, qui a été publié à l'IFAO en 2020. Et évidemment, je ne compte pas les très nombreuses monographies et articles qui émaillent sa bibliographie. Alors, j'ai sollicité Ourique pour qu'elle nous parle d'un sujet qui m'intéressait particulièrement, la question de la statuaire égyptienne dans les temples, qu'elle va nourrir évidemment de sa connaissance encyclopédique de la statuaire, mais aussi de son expérience de terrain, puisque depuis 1998, elle dirige la mission des colosses de même nom à Thèbes, et donc elle a en quelque sorte entièrement ressuscité ce temple funéraire d'Amenhotep III à Thèbes-Ouest, qui était malheureusement réduit à l'état de ruine, et qu'elle contribue donc à faire revivre, à remonter un grand nombre de statues. On aura l'occasion de le voir dans ce cycle de conférences, donc de 4 conférences qui vont nous emmener jusque tout début juin. Et on inaugure en quelque sorte aussi aujourd'hui une sorte de mois de la statuaire égyptienne, puisqu'à côté du cycle de 4 conférences d'Ourique, on aura donc vendredi et samedi, 16 et 17 mai, un colloque sur la statuaire égyptienne tardive, cette fois-ci, et orienté sur la statuaire privée. Voilà, mais Ourique, je te cède la parole pour ta présentation. Merci beaucoup. Merci Laurent, et merci de cette invitation qui m'honore et m'enchante. Ravie de voir tous les collègues. Depuis très longtemps, je ne les avais pas vus. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup. C'était là, oui. Donc, je commence par ce temple qui a encore la chance de conserver une partie de sa statuaire. Tous les autres temples, nous les visitons, ils sont vides. Et nous ne nous rendons même pas compte qu'autrefois, ces temples-là étaient vraiment bourrés de statues, qu'on ne pouvait pas marcher, à tel point que de temps en temps, on vidait des passages et on faisait de la place. Et d'une part, c'est déplorable parce que la statue n'avait pas été conçue pour être exposée dans un musée, aussi beau soit-il, ni pour meubler les magasins et les musées modernes. C'est déplorable. De l'autre côté, si ça n'avait pas été fait, peut-être que les statues seraient détruites. Donc il faut choisir et il faut essayer au moins de sauver ce qu'on peut. Et ce qui va dans les musées, il faut aussi les accompagner, comme font beaucoup de conservateurs de musées, les accompagner de tellement beaux catalogues qui vous racontent un peu l'histoire passée de ces statues. Donc ça, c'est le temple de Wadi Seboua en Nubie, et nous ferons le tour dans une des prochaines occasions, nous ferons le tour de ce temple pour voir à quoi servent ces statues, ce qu'elles font.
Je parlais donc des musées. Regardez, depuis la fondation du musée de Boulak, ensuite le musée du Caire que nous aimons tous. Maintenant, il y a le grand musée égyptien, le GEM, qui est vraiment un GEM. C'est merveilleux et ça va ouvrir bientôt officiellement le 3 juillet. Je vous conseille de réserver le premier vol possible et d'y aller. C'est fabuleux, c'est absolument extraordinaire. Tout est soudain là. Et au cas où vous aviez oublié combien grande est cette culture égyptienne, cette civilisation, et combien fascinant est l'art égyptien, et on vient vous le montrer. C'est fabuleux. Vous vous occupez de stèles, il y a toutes les stèles à votre disposition, des stèles que vous n'aviez jamais vues, des statues naturellement. Donc, c'est les deux côtés de la médaille. D'une part, c'est superbe, et d'autre part, on se dit, vous allez voir. Donc, le musée est ouvert et je vous invite à y aller très, très vite. Voici comment ça se présente. Il y a des armées de statues qui vous accueillent, et partout, c'est vraiment très, très bien pensé, bien présenté. Et on n'est pas déçu du tout. Celui qui vous accueille quand vous entrez dans ce grand immeuble et qui plaît d'ailleurs à tous les architectes que je connais. Personne n'a dit oui, mais c'est très très bien conçu. Donc il y a Ramsès II qui vous accueille. Un Ramsès, une statue qui provient de Memphis. Après avoir été longtemps exposé au Midan Ramses, vous l'avez toujours vu, si dans le temps vous preniez le train. Voici Ramsès. Moi, je rêvais un jour de le faire venir à Memphis. Donc, j'avais fait le petit paysage que vous avez en bas, j'ai planté le colosse. À cette époque, on collait des photos en papier. Il n'y avait pas de Photoshop et tout ça. Et nous avions présenté ça, Rainer Stadelmann et moi, au ministre à l'époque, M. Farouk Hosni, qui a dit « Ah, mais vous allez me gâcher mon futur projet de musée. » Maintenant, bien, son projet a réussi. Donc, Ramsès, après avoir été une fois transporté de Memphis de Mitrahina à la place Ramsis, on l'a retransporté et maintenant, il vous accueille là, à l'entrée. Et ma foi, il a belle allure, je dois dire. Il provient, par nostalgie, je vous montre ces palmeraies qui pourraient disparaître un jour. Il provient de la partie sud, de la porte sud de la grande, attendez, je vais essayer, de la grande enceinte de Ptah, qui est là, vous voyez. Moi, je ne vois pas très bien, mais voilà. Et quelque part ici, il y a la porte. Devant la porte, et là, c'est la porte sud du grand temple de Ptah. Il y avait une avenue processionnelle sud-nord ou nord-sud qui allait et venait. Et plusieurs de ces colosses ramessides étaient là pour accueillir les processions. Donc, c'est parmi ces palmeraies que le colosse a été trouvé. Et il est maintenant définitivement, voilà, c'est dans cet état qu'on l'a vu, lui et son compagnon, le plus beau des colosses ramessides, qui est en calcaire cristallin et qui, lui, est resté en place, dans un abri, tandis que l'autre, comme vous l'avez vu, a fait le transport aller-retour et il est maintenant à l'abri. Alors, au musée, au grand musée, on va l'appeler GEM. Je ne sais pas encore si on a mis un équivalent en français, mais vous voyez, il y a vraiment, c'est spectaculaire. C'est un grand théâtre et vous allez vous promener. Vous en avez pour toute la journée et pour plusieurs mois et sans doute pour plusieurs années avant de vraiment comprendre et de digérer tout cela. Et tout est très beau. Voici deux statues portant scène de Ramsès II qui flanquent ici une diade que j'avais remontée dans le temps au musée du Caire et qui est très très bien mise en valeur là-bas.
voici une statue qui avait complètement disparu, qui était en plusieurs morceaux, ici, dans des magasins, dans des réserves, dans des salles exposées à 6 endroits différents que j'avais rassemblés là-bas. Et il paraît que les visiteurs aiment bien qu'on n'ait pas bouché les trous. Tous les morceaux sont montés sur une armature métallique et ça fait bel effet, m'ont dit les collègues du musée. Voici la diade et le très beau colosse de Ramsès II qui a aussi fait un long chemin avant d'atterrir là. Il a été trouvé à Aboukir, imaginez, en 1886. Wilbur, que vous connaissez tous à cause de la librairie et du musée et de la collection, Wilbur visitait Aboukir et devant ses yeux, ils ont mis au jour un colosse. Et ceci a été illustré dans l'univers illustré le 3 avril 1886. Un long chemin. Il a été d'abord exposé à Alexandrie, ensuite au musée du Caire, que nous connaissons, et maintenant il est là. Ceci vous montre comment les statues voyagent aussi, malgré elles. Alors, vous avez peut-être vu un film qui a été fait par Alain René, Chris Marker et Ghislain Cloquet. Les statues meurent aussi. Et c'était vraiment contre... il disait quand quelqu'un meurt, un homme meurt, il entre dans l'histoire. Quand une statue meurt, elle entre dans le musée, elle devient art. Mais elle perd tout son contexte à partir de ce moment-là. Et c'est là-dessus, en 2018, Christian Greco, le directeur du Museo Egizio de Turin, a fait justement un colloque sur ce thème, que les statues meurent quand on les déracine et qu'on les emmène ailleurs, hors contexte. Mais j'étais là pour dire que les statues peuvent aussi revivre si on en prend soin et qu'on les réassemble. Voilà ce colloque qui a été publié après. Et contre Alain René, il y a une fabuleuse réponse en ce moment. Cette formidable cachette qui a été trouvée à Doukhigel par mes amis et collègues Dominique Valvel et Charles Bonnet. C'est absolument incroyable qu'un phénomène comme ça se présente comme ça de nos jours sous nos yeux. On entend toujours dans le temps, il y avait ceci, cela, mais que soudain vous tombiez sur une cachette et c'est miraculeux. Les statues avaient été brisées sciemment et les voici après ressuscitées et grâce à une très bonne idée. Le livre, en fait, est extrêmement bien publié. Je vous conseille tous de le lire si ce n'est déjà fait. Bien illustré et très, très bien présenté. Et heureusement, j'ai eu la chance de voir ça au Louvre et c'était aussi une idée extraordinaire d'oser redorer les statues, de faire des copies d'abord. Maintenant, on est gâtés, on peut faire des 3D très vite et de les présenter telles qu'elles étaient. C'est parfois difficile d'imaginer quand on ne voit pas soi-même. Et là, j'étais absolument éblouie. Donc, je n'ai plus rien contre les reconstitutions. C'est vraiment, on apprend beaucoup de choses et c'est admirable. Toutes ces statues de rois représentées debout dans l'attitude de la marche, qui ont beaucoup été inspirées de l'Égypte ancienne, mais qui ont leur propre originalité et qui ont leur propre personnalité. C'est fabuleux, je trouve. Donc, les statues ne meurent pas toujours. Et je m'inspire d'un chapitre de ce livre de Dominique Valvel et de Charles Bonnet, Vie et naissance de la statuaire. Et c'est comme ça. Et c'est un cycle. Ça meurt, mais ça renaît quand même. Et il faut y croire. Et il faut œuvrer pour ça. Une autre cachette, celle-là est légendaire, vous la connaissez toutes, à Karnak, qui a eu un siècle plus tôt, le grain mettait au jour la plus grande, la plus fabuleuse cachette de tous les temps,
de tous les pays. Peut-être non, peut-être les Chines, non. Non. La plus grosse cachette avec des centaines de statues royales, des milliers d'autres objets, des fascinantes histoires à poursuivre. Et le colloque organisé et publié, édité par Laurent Coulon est un grand chef-d'œuvre parce que soudain vous découvrez avec toutes les personnes qui ont contribué, des connaisseurs de leur sujet, soudain vous voyez combien on apprend à réétudier une chose qu'on croyait absolument acquise. Non, nous ne savons pas tout ce que contient la cachette. Nous ne savons pas. Et d'ailleurs, il était temps de nous le rappeler et de nous le présenter comme ça. Je tiens à vous dire, et j'ai écrit ça pour ne pas oublier, que la statuaire a toujours fait partie intégrante du temple égyptien. Peu de temples aujourd'hui abritent encore des statues. Certains temples qu'on visite aujourd'hui ont bien gardé leurs murs, parfois même leurs plafonds, mais ils sont presque entièrement vidés de leur mobilier, c'est-à-dire les autels, tables, l'offrande, stèles et surtout statues. Ce matériel a disparu par usure de temps, destruction, débitage, réemploi ou autres désagréments. Mais aussi parce que les temples ayant été agrandis ou remplacés, la statuaire a été déposée, cachée dans des favissas ou remployée et réinscrite. Ce qui a pu vivre fut en majorité dispersé dans les musées et les collections d'antiquités égyptiennes, ou en dernier recours simplement pour des raisons de sécurité dans des réserves nationales d'antiquités. Ces statues isolées de leur contexte sont considérées comme œuvres d'art, comme a dit Alain René, à admirer pour leur qualité artistique ou technique, sans toujours savoir leur provenance ni comprendre leur raison d'être. Donc la cachette et ses collègues, ces messieurs ingénieux, Laurent Coulon, Engels, Jambon et Larose, ont reconstitué à partir de vieilles photos les différentes strates. Et alors vous pourrez un jour, ils vous les montreront sûrement sur PowerPoint, à quel jour quoi a trouvé le grain, d'où vient telle chose et ceci. C'est extraordinaire. Donc ça aussi, c'est une très très belle contribution à l'égyptologie, à l'étude de la statue, à l'étude de l'histoire des temples. C'est merveilleux, je trouve, et il faut continuer. Ce qui est très triste, c'est que dans cette photo que vous voyez là du centre franco-égyptien, très très belle photo je crois que c'est de Antoine Chenet. Elles sont belles. Les seules statues, c'est important de savoir que c'est 7 statues qui sont là, debout, 4 de Toutmosis III, 2 rois de la XIIIe dynastie et un roi de la XVIIIe, étaient là avant la découverte de la cachette. Elles étaient toujours là. Et donc, elles sont les seules à avoir le privilège d'avoir été encore debout à leur place, pas déplacées. Hélas, là, vous voyez, dernièrement, encore 2 sont partis. Et donc, d'une part, c'est triste. Je ne sais pas. Je ne pourrai jamais trancher. Parfois, c'est horrible. Donc, les 2 statues sont parties quelque part représenter ces rois de la XIIIe dynastie qui avaient toujours été à Karnak et qui ne dérangeaient personne, en fait. Maintenant, vous êtes à la porte du 7e pylône, côté nord. Vous n'avez plus que les paires de statues de Toutmosis III en granit rose, dans l'attitude d'Osiris, moviforme, et dans l'attitude de la marche. Donc, que faisaient ces statues dans les temples? Il y a très très longtemps, et nous oublions ça, nous les prenons aussi, comme on dit beaucoup de choses, beaucoup de monde, on les prend pour acquis, elles sont là. Et comment elles ont commencé? Dans les premiers sanctuaires en Égypte, qui étaient
dédiés à des divinités ou à des puissances divines à qui on accordait tel ou tel pouvoir. Par exemple, à Éléphantine, qui est un très vieux centre religieux, avant même qu'Amenophis III dépose dans ce temple qui avait été agrandi de la divinité autrefois une source, représentant une source à Éléphantine, dont le sanctuaire était creusé entre des rochers. Avant tout cela, il y avait dans ce qui sera le futur temple de Satet sur Éléphantine, une petite niche de 3 mètres sur 3. Et c'est là où le temple a commencé, le grand temple de Satet. Dominique Valbel, qui a publié Les divinités Satis et Anoukis, c'est un des premiers livres que j'ai lu et que j'ai admiré. C'est d'elle d'ailleurs que j'ai piqué cette photo de la base de la statue d'Amenhotep III, de la déesse Satet, que vous voyez là, pendant une des célébrations de son jubilé, le Hefset que vous voyez là. Alors, et avant même que Pépi installe ici, en la 6e dynastie, le Naos qui est au Louvre, il y avait donc cette petite niche avec une petite cour où les gens déposaient des ex-voto. Voici. La niche était... Est-ce que vous... Oui. Donc la niche est là, entre 3 rochers. Elle était précédée d'une cour pendant les premières dynasties. À la 6e dynastie, ils ont agrandi. Et c'est là, de là que le temple a commencé à croître. Et le temple actuel de Satet que vous visitez est beaucoup plus haut que le sanctuaire primitif qui était là, où il y avait, on suppose qu'il y avait une source et qui a donné l'idée de la divinité là-bas. Donc à Éléphantine, et les objets déposés là ont été étudiés par Günther Dreyer, bien publiés dans un volume, Éléphantine 8. En même temps, à Hierakonpolis, ou l'ancien Nechen, dans un temple primitif dédié au dieu Horus, là où René Friedman travaille maintenant, il y avait tous ces objets, les figurines en ivoire, en faïence, en os, en bois, en pierre, déposées, des figurines de petite taille dans la cour du temple. À un moment donné, comme la cachette de Karnak, mais beaucoup plus tôt, on avait déposé ces objets dans une salle près du sanctuaire et fermée, complètement scellée. C'est là où Quibel et Green, son élève et son assistant, ont découvert 2 cachettes. Et quelle fabuleuse cachette où je vous montrerai au fur et à mesure tout ce qui en est sorti. Déjà, ces statuettes d'ivoire ou de faïence que vous voyez là, qui sont la plupart du temps à Oxford, à Ashmolean Museum, et il y a des derniers sanctuaires trouvés à Tel el-Farha, dans le delta, où il y a exactement parallèle, malgré la distance, et c'est dans le delta, j'ai mis quelques photos de statuettes et de figurines là-bas, où on devine les premières attitudes qui vont devenir absolument classiques plus tard. À Tel Ibrahim Awad, aussi un site du delta qui est dernièrement fouillé. C'est toujours le même schéma. Il y a des crocodiles, des hippopotames, des figurines d'hommes, de femmes, d'enfants, de nains. Et on verra plus. Et n'oublions pas les prisonniers qui vont après jouer un très grand rôle à la porte des temples. Voici donc comment commence un don à un temple, à une divinité, et que ce soit le roi par là, comme toujours et après, le roi participe, en profite, mais c'est quand même lui le donateur d'un tel culte.
Donc, c'est très normal qu'ils y prennent part, qu'ils y participent. Je dis ça parce qu'on ne sait pas, c'est le roi qui dépose, c'est des gens qui déposent pour le roi, c'est pour le Dieu seul. Mais je crois que ça n'a aucune importance. L'idée, c'est qu'il y a un sanctuaire, un endroit où on abrite une puissance divine et à qui on vient apporter des offrandes. Et c'est comme ça que naît l'idée de peupler les temples. Ça, c'est de la fouille polonaise de Cialowicz à Tel Farcha, c'est absolument fabuleux. C'est comme un trésor que vous voyez dans les films. Il y a toutes ces statuettes, ces figurines, il y a les scorpions, les lions accroupis, vous les voyez tous, des enfants. En voilà un qui est peut-être le futur roi en train, comme la statue de Pépi. Et deux de ces statues, donc il y avait à Tel El Farcha 3 complexes. L'un était un cimetière, très visiblement, l'autre était administratif, et le troisième religieux, de culte. Il y avait un culte donné là-bas. C'est de cet endroit-là que viennent ces dépôts. Et parmi les trouvailles, il y a ces 2 statues qui étaient en bois, mais qui ont été trouvées complètement vidées, le bois avait disparu, et elles sont recouvertes de feuilles d'or, il n'y avait que l'or. Et une très très belle reconstitution, et ces statues maintenant sont exposées au grand musée égyptien du Caire. Là-bas, il y a une vue du site. Alors, on commence comme ça. Nous sommes encore dans la prédynastie. L'État il y a 2 États. L'État n'est pas encore unifié par le futur Narmer ou Ménès. Et c'est partout en Égypte, il y a des petites agglomérations qui prospèrent et prolifèrent. De ce temps-là, et c'est encore, on a affaire au dépôt de Hierakonpolis, de Nechen, il y a ces 2 statues, celles d'en haut, qui sont au musée du Caire, et sont en ce moment très très bien exposées en bas, au rez-de-chaussée. Vous vous souvenez sans doute, elles étaient dans la chambre 32 en haut, et que personne ne visitait, et il fallait vraiment fouiller pour les voir. Maintenant, elles vous accueillent quand vous entrez dans la salle de l'Ancien Empire. Les 2 sont mis là. Et autrefois, on pensait que l'homme accroupi que vous voyez là, c'est à moitié, un genou en haut et un genou à terre. On pensait que c'était un prisonnier, parce qu'il y a des prisonniers représentés qui ont cette coiffure-là. Mais dernièrement, il y a eu une grande discussion dans le musée du Caire, et il a été décidé que pas du tout, ce n'est pas un prisonnier, c'est peut-être un des premiers rois. Et c'est peut-être un de ces rois de la dynastie qu'on appelle Nul, c'est-à-dire juste avant l'unification des 2 terres et juste avant l'avènement de la première dynastie. D'une part, cet homme, donc, en posant un genou à terre, il y en avait 2, mais l'autre statue similaire, et le compagnon de celle-là était en si mauvais état qu'elle n'a pas pu être sauvée. Donc celle-là, bien sauvée, et heureusement elle est arrivée au musée du Caire, extrêmement bien restaurée dernièrement et exposée, qui fait honneur. Donc l'homme porte un très léger, même pas un pagne, ce sont des retombées de ceinture. Il a une barbe, et il a cette coiffure bouffie qui se termine par des petites tresses, comme on en voit maintenant à la mode. La dame, elle était assise ou accroupie. Elle a une coiffure qui vous rappelle peut-être les futures coiffures des reines du Moyen Empire, hein, avec les boucles, et extrêmement bien soignée, la chevelure, qui est datée de la même période. Dernièrement, il est question au musée du Caire que ce soit le roi Narmer ou le roi Scorpion.
donc juste avant la première dynastie, dynastie nulle, comme on dit parfois, ou la proto-dynastie. Et en bas, dans le registre d'en bas, vous voyez déjà la naissance de d'un accoutrement, d'une attitude, d'un type de statue, de sculpture, qui va devenir celui des rois. Par exemple, ça, c'est visiblement un roi, une statuette en ivoire que Petrie a trouvée dans le temple d'Osiris à Abydos et qui est maintenant au British Museum. C'est un manteau qui est décoré avec des losanges et le roi porte la couronne de la Haute-Égypte. Les oreilles sont en entonnoir et le professeur Hassan Selim, avec qui j'ai discuté dernièrement de ces statues-là, pense que c'est typique des rois Narmer et Scorpion sur leur massue ou palette, par exemple. Donc d'autres têtes, et toutes ces statues-là, d'autres têtes avec la couronne blanche, des personnages enveloppés de manteaux, comme lui, et un personnage en bois à l'extrême droite qui est au musée du Caire, qui est sûrement le prototype du futur roi. Donc c'est un chef. Et tout ça, il y a une très belle synthèse de tout cela dans les Nechen News par McNamara, Liam McNamara. Donc, à cette époque, apparaît la première peinture de tombe. La tombe 100 de Hierakonpolis à Nechen. Et là sont déjà des thèmes qui vont devenir vraiment typiquement celles qui caractériseront les futurs rois, le bâton à la main, les prisonniers ligotés qu'on abat, les bateaux que vous voyez aussi sur les poteries dans les nécropoles représentent cette manière-là. Donc une première peinture déjà, c'est le premier pas de l'art égyptien qui a toujours su soit être narratif avec très peu de conventions, soit être beaucoup plus élaboré, on va le voir. Et au même moment, ça c'est une gravure rupestre qui est considérée par les experts, là, comme Hendrix et Darnell et Madame Gatto, considérée comme la plus vieille des représentations royales sur les rocs. Et vous voyez, c'est le même thème. Il y a un roi, appelons-le comme ça, qui s'avance. Derrière lui, il y a le porte-éventail, comme plus tard sur les palettes de Narmer ou sur les massues ou pendant toute l'histoire de l'art égyptien. Et il est accompagné, il y a même un chien qui l'accompagne. Et c'est dans une scène où il y a des bateaux, des enseignes, les enseignes de divinité qu'on va toujours porter d'un temple à l'autre, et les bateaux, etc. Donc, on commence à représenter certains rituels, the narrative of Egyptian art, comme dirait Gabala. Donc apparaissent non seulement des sculptures en rond de bosse, même si elles sont de petite taille, pas encore colossales, et apparaît la représentation en 2 dimensions, mais bien exécutée. Ça n'a rien de primitif, rien de tâtonnant, rien. Tout est bien pensé. Et la palette de Narmer et les massues de Narmer et de Scorpion sont des ensembles vraiment bien accomplis. Tout le monde y trouve son compte. Le philologue est absolument ravi parce que ce sont les premiers signes hiéroglyphiques, les premières écritures. L'historien de l'art y trouve une représentation extrêmement bien exécutée et bien pensée. Et voilà,
c'est vraiment les prémices de ce qui va se passer pendant plus de 3000 ans après. Vous voyez, un cortège s'avance avec des prisonniers ligotés dans le registre médian. En haut, des porteurs d'enseignes divins, un enclos dans lequel on garde les animaux sacrés, et tout en bas le bétail qui prospère. Les portes éventaillent, et au milieu trône le roi, Narmer, protégé par un vautour qui est au-dessus de son baldaquin. Il est placé très haut, il y a des marches par lesquelles il arrive là. Et derrière lui, comme sur la palette là-haut, il y a un personnage qui s'appelle Chet, qui porte des documents, et deux hommes le suivent avec des bâtons. En bas, il y a le porte-sandales, qui est aussi représenté derrière Narmer là-haut, et l'enclos des animaux, et les animaux sacrés les enseignent. C'est ainsi que commence tout, et la statuaire, la sculpture en ronde-bosse et la sculpture en 2 dimensions. Donc ce ne sont pas des documents primitifs à prendre à la légère, c'est très sérieux. C'est assez dramatique, je dirais. Ça, tout ne vient pas de temple, mais certaines étiquettes déjà viennent de temples. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a les palettes officielles de Narmer et les massues de scorpion. Et ce que vous savez sûrement, elles ont été découvertes dans le même dépôt de Nechen. Ça veut dire que ce sont des documents officiels qui appartiennent au temple, qui ont été à un moment donné ensevelis pour être protégés. Ce ne sont pas des reliques, c'est plus que ça. Donc, on voit les premières représentations royales en plus petite dimension, et même si ce ne sont que des empreintes de sceaux, elles portent le message, le narratif. Par exemple, pour le roi d'En, il y a déjà la course rituelle que vous verrez jusqu'à l'époque romaine dans les temples, ici en bas. Il y a le palais du roi sur lequel perche le faucon, et d'où les rois s'appelleront Horus tel et tel. Ici, c'est Horus Aa. Et sur cette étiquette de jarre, vous voyez la même scène que Narmer sur la palette, la course rituelle du roi. En haut, le roi est en train de consacrer une chapelle que vous voyez là-bas, et pensez aux scènes de Soleb ou de toutes les scènes de Hebset, des fêtes jubilaires qui sont représentées dans les temples. On a cette même scène de frapper à la porte pour consacrer la chapelle, et ainsi de suite. De l'autre côté, la première peut-être représentation du roi massacrant des ennemis, et c'est vraiment un roi parce qu'il porte le Némès, il a même l'auréus sur le front. Encore un roi qui court vers une chapelle, là au milieu, c'est Jer, et le roi assis en costume de Hebset, tenant le fouet d'une main, et il porte les couronnes respectives de la Haute et de la Basse Égypte. Voilà. Tout est maintenant tracé, les conventions sont placées, et on va suivre après ça. Les artistes vont s'ingénier pour donner des performances plus riches, meilleures, mais ils ne vont pas changer les traditions. Encore des exemples, cette fois sur de la vaisselle de pierre, certains déposés, par exemple, dans les galeries souterraines du roi Djoser à Saqqara. D'autres proviennent d'Abydos et qui vous montrent ces mêmes scènes. Et regardez, ce ne sont pas ici. J'ai choisi ça pour vous montrer que ce sont des représentations, non pas du roi, mais de la statue du roi, parce qu'elles sont placées sur un socle. Et c'est comme ça que si vous vous promenez dans les temples, vous verrez les dieux sont à coup sûr, quand ils sont assis, placés ou debout pour certains, sur des socles. Donc ce sont des représentations de statues. Tout ça, c'est le roi Adjib qui a la plus grande collection de ces
vaisselle où sont incisés ou gravés leurs noms. Et Jeff Spencer attribue ce bloc-là trouvé à Saqqara, qui est au British Museum, un de ces rois-là, d'En probablement, qui montre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur le roi en costume de Hebset, avec son manteau, tenant le bâton et avançant. Ça, c'était la petite dimension. Et à la même époque, il y a déjà des représentations colossales de certains personnages, de certaines entités. Ce personnage, représenté debout, qui fait 1,37 m et qui, avec la tête et les jambes, aurait atteint beaucoup plus, c'est colossal. C'est en calcaire. Le personnage est représenté debout et la jambe gauche avancée. Ça, c'est la convention égyptienne pour signifier la marche. La jambe gauche avancée, ça restera comme ça pour toute la statuaire du type debout ou marchant, si vous voulez. Il porte une sorte de manteau, du tunique qui s'arrête au-dessus des genoux et qui laisse une épaule libre. D'après les traces que vous voyez ici sur la poitrine, il portait une barbe. Ça, c'est l'habit qui laisse l'épaule libre. Et il tenait un bâton ou une enseigne de sa main droite qui est parallèle au corps, qui tombe le long du corps. Et de la main gauche est ramenée sur la poitrine et tenait probablement quelque chose qui a été martelé, qui n'existe plus. Ça, c'est la première grande sculpture en Égypte ancienne. Et c'est une sculpture de temple, même si elle était trouvée, renversée et réutilisée comme seuil. Mais, contrairement à ce qu'on pense parfois, que ça c'était employé, vous voyez les cupules, que c'était employé comme seuil de porte, oui, et c'est vrai, mais les cupules servent aux gens à se procurer un peu de la poudre de ces pierres très sacrées et d'en profiter pour guérir ou on les boit. Et ça existait jusqu'au temps romain en Égypte. Peut-être que ça existe encore aujourd'hui. Il faut aller voir les cimetières si ça se passe de la même manière. Donc c'est plutôt ça, c'est un monument tellement sacré qu'on s'en est servi pendant très très longtemps. Et à la première dynastie, donc nous avons vu Narmer et les prédécesseurs de la première dynastie. À partir de Ménès, on commence la première, et nous avons déjà un premier temple funéraire proprement dit, près d'une tombe royale. C'est la tombe de Ka à Saqqara, et qu'avait trouvé Emery. Et il y avait dans une des pièces 2 paires de pieds en bois. La statue était en bois et ne sont restés que les pieds. Et l'une des statues est légèrement mieux conservée. Vous voyez qu'elle a la jambe avancée. Donc, le roi Ka, dans son temple funéraire, et ça c'est vraiment malgré beaucoup de contestations de plusieurs dizaines d'années, le dernier qui s'est prononcé sur ça, on le croit, c'est Jean-Philippe Loher, qui a fait une très très bonne comparaison et qui montre bien que c'était un temple. Donc nous avons ici affaire au premier temple proprement dit tel que nous l'entendons. Dans la chambre de l'une d'elles, dans l'une des chambres, il y avait donc 2 statues du roi Ka debout, et là-bas ce sont les restes de ces bois. J'ai demandé au British Museum, au musée du Caire, un peu partout, que sont devenus ces... Et on ne sait pas. Je ne sais pas s'ils sont restés en place. Vous savez, si quelqu'un a une idée, qu'il me dise. J'aimerais bien savoir s'il y a eu
quelques efforts de les conserver, de voir ce que c'était. En tout cas, on sait qu'il y avait 2 statues du roi debout dans une chambre spécialement conçue pour ça. Et les vedettes de cette période de passage entre la proto-dynastie et la première dynastie, ce sont ces 3 statues colossales du dieu Min, représentées debout et tenant de sa main gauche son membre viril qui était sculpté séparément et qui était inséré. Il a d'abord l'attitude, les jambes l'une près de l'autre, les pieds joints. Il y a un premier essai de montrer la musculature, comme vous voyez ici, les rotules en forme de losange. La main gauche, la main droite est ballante, comme et l'autre, donc vous l'aurez compris, c'est probablement un roi. Tandis qu'ici, c'est visiblement un dieu qui tenait une enseigne. Et il y a une tête qui avait été trouvée avec ça. Ça, c'est Petri qui les a trouvés à Coptos. Et à Coptos, le dieu principal, c'est le dieu Min, qui plus tard prendra cette iconographie-là. Il sera momiforme, les pieds joints, comme ici, un bras levé tenant le fouet et portant les deux hautes plumes. Mais ici, il y avait une tête découverte avec ces statues-là et le Ashmolean Museum a choisi de faire cette combinaison avec une des statues, a mis dessus. Ça, c'est un détail de la tête avec une très grande oreille et la barbe, là. Et sur son seul habit, qui était une sorte d'écharpe, un tissu enroulé autour de la taille, 8 fois, je crois, avec une retombée sur la cuisse droite. Et là, il y a des sculptures en bas-relief de coquillages, de lions, de l'enseigne de Min, qui est en forme comme des harpons. Et Günther Dreyer, il y a beaucoup d'encre coulée sur ces colosses, beaucoup. Mais parmi les 3 importantes, c'est Günther Dreyer a pensé que ces colosses, pour dater les colosses, que c'était Narmer. Il y avait un signe qui ressemble au poisson de Narmer. Si c'est le cas, on aurait ici un monument de Narmer que ses successeurs auraient à chaque fois renouvelé et apposé leur propre nom, le roi des 2 coquilles, des coquillages, etc. Et c'est très, très fascinant, on veut bien le croire. Mais Günther Dreyer est un excellent archéologue, un excellent égyptologue. Un non moins excellent égyptologue est contre Barry Kemp, qui n'est pas du tout d'accord avec ça, mais qui pense que non, ça doit être, les signes doivent être simultanés. Et dernièrement, il y a un résumé de tout cela à l'Institut français, mais finalement, personne ne se prononce. Et retenons que c'est Narmer et que les autres rois ont bien apposé leur signature, ce qui en ferait non pas la première. Nous ne voulons pas dire usurpation, nous voulons dire réanimation d'une statue qui aurait peut-être été détruite s'il n'avait pas été fait. En tout cas, voici les premières statues colossales. Les 2 autres sont là. Donc, il y a 2 à Oxford et la 3e est au Caire. C'est celle qui a des longues jambes, des jambes plus longues, disons, que les autres, mieux conservées, je veux dire, avec les mêmes signes sur la cuisse droite. Et voilà. En grand aussi, on a pensé à les petites figurines de divinités qui étaient là, les petits lions, donneront de plus en plus des lions beaucoup plus larges. Voici 2 lions
de Coptos qu'on n'avait pas pu sauver, qui était dans les réserves du musée ici, du musée de Petrie. C'est Barbara Adams, une très grande experte de la préhistoire et de cette période-là surtout, qui était la directrice du musée pendant longtemps, qui a eu l'idée avec Richard Jeschke, qui était un des meilleurs restaurateurs, de reconstituer tout cela. Et on a obtenu deux lions de Coptos, qui sont maintenant exposés à l'entrée du musée Petrie à University College, à Londres. Des lions, donc, il y en a beaucoup. Je n'ai pas résisté à l'envie de mettre Champollion en hommage qui est près du Sphinx. Mais les petits lions que vous voyez, tous ne sont pas tout doux. Il y en a de très agressifs de cette première époque et qui donneront les futurs sphinx qu'on connaît, qui proliféreront, qui s'agrandiront jusqu'à en suivant le plus grand des sphinx qui a été conçu sous la 4e dynastie à Giza. Voilà donc les débuts. Et les babouins que vous avez vus en tout petit à Éléphantine ou à Hierakonpolis donneront, en passant par un spécimen de Narmer, ici, son nom est écrit dessus, de Berlin, en passant, ça fait quand même un demi-mètre de hauteur, on passe à des cynocéphales colossales qui représentent maintenant nommément le dieu Thoth, le dieu lunaire, qui a souvent le croissant et le disque lunaire sur la tête, le dieu de la sagesse, de l'écriture, etc. Voilà comment sont nés les... Et le faucon, les petits faucons. René Friedman dit dans un des Nechen News que ce faucon-là serait le plus vieux de tout ce qu'ils ont eu à Hierakonpolis, on veut bien le croire. Et des autres sites viennent des petits faucons qui, ensuite, probablement sous la 6e dynastie, mais rien n'est sûr pour la date, ce très très beau faucon en or qui a aussi été trouvé dans le dépôt de Nechen, dans l'un des dépôts de Nechen, et ceux qui l'ont découvert ont vu le support, et il y avait un roi debout devant le faucon, le poitrail. Donc déjà à l'Ancien Empire, on avait ce groupe statuaire. Mais j'ai cherché longtemps. Christian Ekman a fait la restauration de cette tête de faucon avec les statues de Pépi, premier qu'on va voir. Nous avons fouillé partout dans le musée. J'aurais bien aimé voir de quoi avait l'air le roi qui est là. Si vous le rencontrez dans une réserve de musée ou autre, vous me faites signe. Et un beau jour, on trouvera sûrement. Donc, voici une première représentation d'un groupe statuaire qui donnera les grands faucons comme à Edfu, au temple d'Edfu, les faucons monumentaux, ou une série de faucons protégeant le roi Nectanebo. Il y a toute une série qui donc applaudissent aussi à la statuaire colossale. N'oublions pas les prisonniers ligotés que vous avez vus, un au moins là-bas. Et il y en a sous forme de tête sur lesquelles on peut passer ou qui apparaissent devant les fenêtres des temples, ou ligotés, comme les deux exemplaires comme ça qui sont au Metropolitan Museum. Il y a une statue très originale de Meremta qui est en train de frapper avec son arme, un prisonnier qui est debout devant lui. Et ça, c'est la transposition d'une scène que vous connaissez. Voilà, par exemple, la stèle d'Atribis, où le même roi, Meremta, massacre ses ennemis de cette manière-là. Donc, tout va parallèlement, avec les palettes et les étiquettes de jarre et les massues et les premières représentations en ronde-bosse.
nous avons vu que c'est indissociable, ça va toujours aller parallèlement. Alors, voici à la deuxième dynastie deux statues de Khasechem, qui est représenté assis, enveloppé de son manteau, un manteau court, dépôt de Nechen à nouveau, et l'un est en schiste, l'autre est en calcaire, l'un est au Caire, au musée du Caire, et l'autre à Ashmolean Museum. Les deux, c'est les débuts des prisonniers ligotés sous les pieds de Sa Majesté, ont représenté ici les captifs avec leur nombre. Le roi porte la couronne de la Haute-Égypte. Et la grande manifestation de ce type de statuaire vient tout de suite après, sous Djoser, à la troisième dynastie. De Djoser, on a de ce grand complexe. Ne restait que cette statue-là ici, dans la chapelle qui est adossée à la paroi, qui était trouée, d'où le roi pouvait voir à l'extérieur. Voici cette statue de Djoser enveloppée dans son manteau, avec une longue barbe, et pour la première fois en statuaire, le Némès apparaît sur le roi. J'avais reconstitué dans les dépôts de Saqqara cette statue-là, enfin au moins théoriquement, et maintenant elle est exposée avec les faïences qui viennent du tombeau de Djoser. Elle est exposée dans le musée Imhotep à Saqqara. Et donc, cette statue est au Caire depuis longtemps, au musée du Caire. Et ce que vous voyez là-bas dans le complexe funéraire de Djoser, c'est une copie très très bien faite. Pendant longtemps, vous vous souvenez avoir vu cette statue à l'entrée, qui était là. Djoser vous accueillait à l'entrée avec des statues royales ramessides qui sont aussi parties dans d'autres musées. En ce moment, Djoser vous accueille quand vous entrez dans les salles de l'Ancien Empire. Et derrière, ils ont mis un panneau des faïences qui décorait le tombeau sous la pyramide. C'est assez joliment fait. Et du même Djoser, quand à l'entrée de la grande enceinte comme ça, à Redans, ici l'entrée, dans cette colonnade-là, où les colonnes étaient encore engagées, pas libres, dans une niche formée par deux de ces colonnes, il y avait cette statue-là, dont nous n'avons que la base avec les deux pieds joints et beaucoup de fragments qui ont été recueillis au musée du Caire, grâce auxquels il y avait une reconstitution par gamme autrefois, à cause des fragments existants, préservés. Moi, je propose cette reconstitution-là. Le roi debout, portant un panier court sur lequel il y a ces rangées de perles qui tombent. Il porte une canne longue, un sceptre oas et le fouet Necher, avec la couronne rouge. Couronne rouge parce que nous avons une partie de cette couronne-là préservée déjà. Et sous les pieds du roi, il y a les 9 arcs qui paraissent déjà, les réchites, ceux qui adorent, les oiseaux qui adorent, et le nom de Imhotep. C'est pourquoi beaucoup d'égyptologues pensent que Imhotep était probablement quelqu'un de la famille du roi ou son fils peut-être, parce qu'à ce moment-là, dans les temples royaux, il n'y a pas d'individus, sauf des membres de la famille. Donc peut-être, en tout cas, un bel hommage à Imhotep ici. Et encore, ce morceau est au musée Imhotep à Saqqara. Et dans la cour où il y avait ces chapelles, la cour des fêtes et aussi des jubilés royaux, où il y avait ces chapelles-là, de l'autre côté, il y avait ces statues du roi. Vous voyez, c'est bien pour ceux qui étudient la sculpture, ça vous montre les étapes, les différentes étapes, l'ébauche et l'étape dégrossie, puis commencer à être sculptée.
3 étaient restés dans la cour, qui était probablement entourée de ces statues-là. L'une, c'est là, est maintenant exposée au Grand Musée égyptien. Et à l'entrée, quand vous veniez de la cour extérieure de la pyramide, qui est là, et la cour, où il y avait les cérémonies de Hebset ou de course royale et de tout ça, pour entrer dans la cour des fêtes, il y avait à l'entrée d'une des chapelles, ce qui est resté, les pieds d'un groupe statuaire en pierre. Donc ça, c'est aussi le début de la statuaire de groupe. Nous ne savons pas si c'est le roi, la reine et 2 enfants, ou si ce sont deux divinités majeures avec d'autres. Il n'y a aucune inscription pour nous le dire, et rien pour signifier quoi que ce soit. Donc, mais c'est comme ça qu'a débuté. Sous la 4e dynastie, à Dashur, dans le temple de la vallée de Snofru, vous savez que Snofru avait 3 pyramides, l'une à Médoun, ensuite la pyramide que nous appelons rhomboïdale au milieu, à Dashur Sud, et la belle pyramide définitive au nord. Dans le temple bas de la pyramide rhomboïdale, où Fakhri a fait les premières fouilles, il y avait 6 chapelles au bout du temple, et dans ces 6 chapelles, il y avait des statues du roi Snofru, desquelles une est plus ou moins intacte et des morceaux des autres. Dans ce temple, il y avait aussi cette stèle que vous connaissez qui était longtemps adossée à la façade du musée du Caire, entre la bibliothèque et l'entrée, qui montrait Snofru en costume de Hebset et tenant le fouet Necher. Dans cette sculpture avec ces noms très très bien sculptés. La statue est en ce moment exposée aussi au grand musée avec vue prenante sur les pyramides de Giza. Au moins, elle s'est rapprochée de l'endroit où elle était. Elle représente le roi debout, jambe gauche avancée, couronne blanche. Et remarquez qu'il n'y a pas au cours de l'Ancien Empire, il n'y a pas d'uréus sur les couronnes rouges ou blanches encore. Et certains rois sont représentés barbus. Snofru, non, il n'est pas barbu, ni dans ses reliefs, ni dans ces 2 sculptures qu'on connaît de lui. Il porte un pagne court plissé d'une manière très raffinée, replissé, chaque pli est replissé en arête de poisson. Je vous montrerai un détail. Et il porte des bracelets qui sont décorés de rosettes comme celles de Hétépérès plus tard à Giza. Il porte un large collier et une ceinture sur laquelle il y a une boucle contenant son nom. La statue était dans un magasin de Giza il y a quelques années de ça, et Rainer Stadelmann avait eu l'idée de la faire venir au musée du Caire, et j'étais là, j'ai vu la statue venir et nous avons pu l'étudier. J'en profite pour vous montrer le détail de la tête, avec ses yeux très étirés. Il y avait un très très fin bourrelet sur la paupière, sur la partie supérieure. Le roi debout. Ici, vous voyez peut-être les détails dont je vous parlais, le bracelet, la ceinture. Et Fakhri, qui fouillait le temple, a aussi trouvé des reliefs qui sont les doubles, les transpositions en 2 dimensions des statues que vous voyez là, la même ceinture, la boucle, et le même bracelet. En plus, là, les mains sont perdues, mais il tenait ce qu'on nomme le mekes, qui deviendra plus tard un rouleau et qu'on appelle communément un container of documents, un porte-documents. Fakhri avait trouvé une autre tête que je cherche aussi. Et il est dit que c'est dans un des magasins de Saqqara. Maintenant, heureusement, on vide ces magasins pour exposer beaucoup et bien. Par exemple, tous les reliefs des noms des domaines défilants de ce temple, temple de la vallée de
Snofru sont maintenant bel et bien exposés au Grand Musée. C'est très, très joli. Donc, petit à petit, ça va sortir et ça va venir. Donc, je cherche cette tête. On aurait deux, qui a la couronne blanche. Il y avait des morceaux de représentation en 2 dimensions parmi les fouilles qu'il a trouvées. Et Fakhri propose cette reconstitution. Donc, la statue au milieu de la niche et des 2 côtés, la transposition en 2 dimensions de ce qu'on voit en 3 dimensions. J'ignore pourquoi Fakhri met le roi en couronne rouge avec la statue en couronne blanche. Il doit avoir des raisons qu'il expose parce qu'il a trouvé les fragments précisément devant telle chapelle. Mais tout cela est en train d'être étudié par des membres de l'Institut allemand et j'espère qu'on saura et on verra bientôt ces beaux reliefs. Avec cette statuaire, Fakhri a aussi trouvé une statue d'une princesse qui est là, les jambes ramenées en arrière et assise exactement à la manière que plus tard prendra un membre de la famille, l'épouse sans doute Gédéfré, sur cette statue au Louvre que nous reverrons plus tard. Donc, dans le temple, il y a des membres de la famille, si on prend l'exemple d'Imhotep et cette dame. Plus tard, on verra apparaître des garçons. Mais les particuliers, il faut attendre dans les temples. L'Ancien Empire, ils n'y sont pas, mais petit à petit, ils acquièrent le droit de déposer des statues, parfois par octroi royal, parfois parce qu'ils ont été tellement extraordinaires, et deviendront à la fin tellement nombreux et se présenteront comme intercesseurs, comme intermédiaires entre les visiteurs du temple et les dieux. Il y a beaucoup d'exemplaires. Et si vous lisez le livre que je vous ai absolument chaleureusement recommandé, le livre de la cachette, du colloque organisé et édité par Laurent Coulon, vous apprendrez beaucoup sur ces individus, mais beaucoup plus tard que l'époque dont nous nous occupons maintenant. Et toujours à Dahchour, mais à Dahchour Nord, cette fois, où j'ai eu le plaisir de participer aux fouilles de Rainer Stadelmann, qui voilà. J'ai cette stèle-là, exactement comme cette attitude du roi, qui était de la stèle du temple de la vallée. Il y avait 2 morceaux de relief qui, si vous regardez bien, vous verrez un rabat de manteau, comme celui de Hasserem, la main du roi qui sort et qui tient un sceptre. Ici, le trône royal et les jambes et les cuisses du roi qui est assis là. C'est les seuls reliefs qu'il y avait dans ces 2. À l'entrée du temple de la pyramide, qui était à l'est, il y avait 2 chapelles et ensuite une salle profonde. Et d'une de ces chapelles vient cette représentation. À Giza, ce paysage magique où vous avez devant vous des merveilles de l'architecture égyptienne et le Sphinx, ici, ça se présente autrement. De la plus grande, la plus belle des pyramides de Giza, de Khéops, ici, ici vue plongeante sur le temple funéraire, où il reste encore des dalles en basalte, mais pas d'autre chose. Il n'y a rien qui nous rappellerait le grand roi, en statuaire, je veux dire. La seule statue connue de Khéops, vous savez tous, provient d'Abydos. C'est une statuette de 7 cm et demi, qui a une belle histoire. Petri a fait cribler le sol entier pour trouver la tête parce qu'il a vu que le nom sur le trône était celui de Khéops. Voici Khéops, le grand Khéops, qui est représenté ici assis. Sur les montants de son trône, ses noms sont gravés. Et le trône sur lequel il est assis, un dossier mis bas, il porte la couronne de la
Basse-Égypte, la couronne rouge. Et contrairement à ce qu'après les Grecs lui ont attribué l'air cruel et tout, je trouve qu'il a un air bonhomme. Il n'est pas du tout cruel. Voilà, voici Khéops, le grand Khéops, représenté ici. Et une tête acquise par le musée de Munich. On m'a demandé, j'ai proposé Khéops. Pour l'instant, il n'y a pas de contre. Je crois qu'elle ressemble assez à Khéops. En tout cas, c'est contemporain, cette fois avec la couronne blanche. Et du même Khéops, donc dans le temple lui-même, rien n'était resté. Vous savez que le calcaire est parti dans les fours à chaux futurs. Les autres pierres ont été réutilisées dans des bâtiments et tout ça. Donc ces pierres-là, des murs du temple funéraire, avaient été remployées au Moyen Empire à Licht, où la mission du Metropolitan Museum a découvert des vestiges et que Hans Bödicke a étudié. Je n'ai pas de représentation royale ou divine à vous proposer comme parallèle aux statues, mais déjà beaucoup de scènes qui font partie de Hebsed. Et ce personnage que vous voyez ici, qui a son sceau, on vient de trouver à Saqqara une statue d'un personnage pareil avec le grand sceau. Je ne sais pas si vous avez vu dans Internet, c'est extraordinaire. Une très grande statue à Saqqara. Donc, voilà ce qui reste de Khéops, mais il n'est pas à plaindre puisque la plus grande des pyramides lui appartient. Et du même Khéops, il y a des morceaux, des fragments recueillis ici, autour près d'un mastaba qui jouxte la pyramide, des morceaux d'une tête qui était une tête royale, coiffée du némès, qui était protégée par les ailes d'un faucon. Et de Khéops, moi, je suis de ceux qui croient que le grand sphinx est datable et daté du règne de Khéops, parce que l'attribution de Khéphren qui lui a attribuée repose sur la stèle du songe de Thoutmôsis IV, beaucoup plus tard, où il dit, quand il a déblayé le grand sphinx et qu'il est devenu roi, comme le sphinx lui avait promis, il est allé visiter les chapelles de telle divinité, et les chapelles un nom lacunaire, et de Khéphren. Ça ne veut pas dire que c'est Khéphren. J'exposerai mes arguments, qui ne sont pas les miens d'ailleurs, mais j'y crois, quand nous parlerons des groupes statuaires et des sphinx. Mais retenons pour l'instant que le grand sphinx est là. J'ai fait exprès de mettre la pyramide de Khéops derrière, mais qui est, il est vrai, devant la pyramide de Khéphren. À voir. J'ai espéré que dans les papyrus qu'ils ont trouvés à Wadi Jaf, il y a un passage près du grand sphinx. Et vous croyez, moi, et vous allez m'aider dans ma quête, pourquoi dans tout l'Ancien Empire, il n'y a rien qui désigne le sphinx. Or, ce sphinx existait, tout le monde le voyait. Il n'y a rien. On attend le Moyen Empire. Laurent, c'est une question pour toi. Donc, à Abu Rawash, où on travaillait Bisson de la Roque, ensuite Zaya Hawass, que j'ai eu le plaisir de rencontrer là-bas il y a longtemps. Il était jeune inspecteur en train de se battre tout seul contre l'armée égyptienne qui envahissait le complexe. Et en dernier lieu, Michel Valoggia. Et ça, c'est une vue prise pendant notre visite à Sefwi. Vous savez que cette pyramide n'existe plus et qui avait été inachevée, elle avait été débitée. Ça, c'est la descenderie vers les chambres souterraines. Mais du temple proviennent ces statues-là, qui sont des morceaux de statues qui sont dispersés entre le Louvre, le Caire, Suez et Munich.
Et encore, je crois qu'il y en a dans les caves de l'IFAO. Laurent, je ne sais pas si je me trompe. Si. Donc, il y a Michel Beau qui avait fait une très, très belle étude de toutes ces statues-là. Et j'espère qu'un jour, on en aura un résultat. Voilà. Donc, J. Defray assis, avec son nom gravé, comme avec Khéops sur les montants du trône. La dame accroupie assez près de sa jambe gauche et qui porte ici le Némès avec l'Uræus et un buste d'un personnage féminin. Christophe nous dira qui c'est ou Guillemette ou Vincent. Tous les bons conservateurs du musée de Louvre ont publié ces statues depuis Vendier, en passant par Christian Ziegler, Guillemette Andreu, et ça viendra sûrement. Et je ne sais pas. En tout cas, il y a une tête là-bas qui est au musée de Suez, il y en a une dans les réserves du musée du Caire, et de ce complexe provient un sphinx féminin, comme plus tard Hatshepsut en aura, qui est vraiment une femme avec la peau blanche. Valoggia a consacré un très bel article en hommage à Christiane sur ce sphinx-là, en hommage à Christian qui a fait un si bel ouvrage, le Sphinx, que vous connaissez tous. Et donc, c'est une des premières représentations de Sphinx, mais ne tombez pas dans le piège, ne pensez pas que c'est J. Defray qui a commencé cette grande aventure du Sphinx. Et l'invention du grand Sphinx de Giza est un effort extrêmement intellectuel, qui correspond à la pyramide de Giza. Ce n'est pas par hasard qu'on aurait trouvé un tas de pierres, un rocher qui aurait rappelé... non, c'est conçu, je pense. Nous en parlerons. Donc, du temple de Képhren, cette fois, je n'ai pas triché. Le Sphinx est bien devant la pyramide de Képhren. Le temple est là, qui a été construit en pierre du plateau lui-même et qui était revêtu de grands blocs de granit. Et à l'intérieur, il y avait des piliers extrêmement larges en granit rouge d'Aswan. Si vous regardez autour entre le mur et les piliers, dans les travées latérales, vous voyez les traces de bases de statues qui étaient placées là-bas, tout autour, dans ce temple que voici. Celle-là est aussi sauvée, elle est très belle, elle est très bien conservée, elle est sauvée grâce justement à un dépôt. Elle a été trouvée dans une fosse au milieu du temple, cachée par des dalles. Voici Képhren, représenté assis, une main posée à plat, l'autre tenant un tissu replié, et apparaissent sur son trône le symbole de Sematawi, l'unification des deux terres, avec les plantes héraldiques, le papyrus et la plante du sud, le lotus en ce cas. Il porte le panchendite classique, le némès, coiffé du némès, il a une barbe. Et derrière sa tête, enveloppe comme les morceaux de la statue de Képhren, de Khéops, pardon, il y a le faucon Horus, le dieu dynastique, qui en même temps est représenté par le roi, mais le protège aussi. Ça, c'est aussi un grand chef-d'œuvre de la sculpture et une grande conception de l'idée qu'on se fait que les anciens Égyptiens avaient de la royauté. Et pour nous qui apprécions l'art, c'est un chef-d'œuvre de sculpture. Les autres, hélas acéphales, sont cependant, on les voyait dans des... C'est fini ?
Ah, d'accord. Les autres sont au Grand Musée, de la même manière, en diorite et en gneiss. Et je vais très vite alors. Voici d'autres qui sont moins connus, qui ne viennent pas de là. Mykérinos, je fais la propagande du Grand Musée pour que vous y alliez très vite. Et aviez-vous jamais vu Mykérinos dans cet état? Non. Vous pouvez en faire le tour. Et donc à Abou Sir, à la pyramide de Saouré, très très bonne fouille de Mohamed Ismail en ce moment, excellente. Ça, j'ai de Internet, découverte de 8 magasins à l'intérieur. De la chaussée, Mohamed Mogahed a publié beaucoup de blocs en calcaire, mais de Saouré, nous avons très peu de sculptures. Le lion, une tête de lion. La diade, nous en parlerons avec les groupes. Alors, je vous montre très vite ce qu'on a de ces rois de la 5e dynastie, Ra-Neferef, qui est le seul à avoir toute une collection de statues qui a eu à sa disposition, qui sont maintenant entre le Grand Musée égyptien et l'ancien musée, le EMC, Egyptian Museum Cairo. Et donc, le type debout prospère. Vous voyez la massue que tenaient les rois prédynastiques revient avec Niuzéré ici. Et les prisonniers sont représentés à la porte des chaussées qui montent. Et de Djedkaré ici, où Mohamed Mogahed fait ses fouilles, c'est superbe. Il y a des tables en forme de lion, des lions, et des lions à tête de faucon, dont je n'ai pas de photo. Du temple bas de Ounas proviennent 4 sphinx en calcaire. Et vous voyez la tête de Ounas qui anticipe déjà sur les rois Mentuhotep du Moyen Empire. Un sphinx accroupi, 4. Celui qui est le mieux conservé est au musée Imhotep et les autres sont en magasin. Et à la 6e dynastie, donc, on est retourné à Saqqara. Nous avons une statue attribuée à Téti à gauche. De Pépien, il y a la belle statue au musée Brooklyn, où il a aussi un faucon derrière la nuque. Des statues de Hebset, parce qu'il a fêté plusieurs jubilés. Une statue agenouillée, une statue assise et un sphinx. Ainsi, les types principaux de la statuaire royale ou divine sont posés et, surprise, Merenre, dont on n'a rien de spectaculaire, a quand même un sphinx, le premier sphinx connu à tenir de ses mains humaines des vases nus qu'il offre à un dieu. Et du même Merenre à Pushkin, un sphinx à visage humain et à crinière de lion. Le début de ce qu'on verra plus tard au Moyen Empire qui prospérera. Et pour finir, de la statuaire de l'Ancien Empire, les très très belles statues en cuivre de Pépi Ier, qui ont été aussi trouvées grâce à ces gens qui autrefois ont caché dans un dépôt et qui viennent d'être nettoyés par le Römisch-Germanische Museum de Mainz et en coopération avec l'Institut allemand par Christian Ekman. Sachez que la petite statue qu'on attribue au fils, mais qui peut être une autre forme de Pépi, était déposée à l'intérieur de la grande statue. Il a fallu Et cette posture du roi, donc en statuaire, vous aurez compris, on rabat, soit on ramène la main sur la poitrine, soit on les a le long du corps, tenant une espèce symbolique de quelque chose qui représente soit le bâton, soit la massue. Mais en 2 dimensions, ça reste. Le roi, par exemple, à Châteaubrigal, Mentuhotep est représenté exactement de la même manière que les premiers rois de la dynastie Nul dans l'art rupestre. Le type debout, la jambe gauche avancée, qui est absolument la convention, change rarement et change d'habit à un moment donné.
grâce à Amenhotep III, ici cette statuette en stéatite vernie, et une autre statue où il tient le Heka. Mais ce peigne nouveau, plissé d'une autre manière avec un rabat très riche et une tête de panthère, est déjà connu par son prédécesseur Thoutmôsis IV à Karnak, ici par exemple, ou sur un bijou du musée de Berlin, peigne que maintiendra à Akhenaton, ici la statue du Louvre. Et donc, mais le type classique perdure. Akhenaton, lui, aime bien ce peigne nouveau. Toutankhamon revient à l'orthodoxie. Séti Ier en albâtre est représenté debout de la même manière. Et une variante apparaît, ce que j'ai appelé le debout solennel, c'est-à-dire une variante festive, des statues plus petites qui sortent avec les processions de barques et qui font beaucoup de rituels. Et j'ai reconstitué une à partir d'une statue connue, celle qui avait été trouvée à Tanis, l'eau à Tanis, et le bas au musée. Je viens de réécrire au musée pour qu'on les réunisse, et peut-être que ça ira. Et donc, ce type festif subsiste jusqu'à Ramsès III. Ici, il y a une statue peu connue dans un magasin qui a le geste de statuette déposée sous les barques divines qui vont sortir ou entrer, comme au temple de Séti Ier à Abydos. Des statues assises de la même manière, tenant, comme autrefois Khéops tenait le sceptre Necher. Ici, au Nouvel Empire, on commence à tenir le sceptre Heka plutôt, qui inverse de direction, comme vous voyez. Et j'ai mis ces photos pour vous montrer, comme à Der ou à Abu Simbel, c'est quand le roi est couronné, quand il est reçu, par les divinités, c'est quand il reçoit les tiges des millions d'années. Et finalement, une autre variante, parmi d'autres, j'ai choisi celle-là, le porte-en-scène. Le porte-en-scène est très, très en vogue au Nouvel Empire. Il y a un seul exemple à l'Ancien Empire avec Amenemhat III. On commence d'abord par tenir l'enseigne devant soi, comme les représentations en 2 dimensions le disent. Mais après, Amenhotep III change déjà, et vous lirez l'article de Dominique Valbel dans le volume de la cachette sur comment ces statues aussi avaient été cachées et ont été après reconstituées pièce par pièce. Ce sont des centaines de pièces par Robichon. Et une variante extravagante par Amenhotep III, où il tient à la fois le bâton et le sceptre, c'est le porte-en-scène festif, et une très belle statuette de Séti Ier provenant d'Abydos qui tient le bâton à gauche maintenant. Mais le type perdure, vous voyez, les représentations parallèles sous les barques vous montrent que ces statuettes, c'est la perpétuation en pierre, en colossal, des statuettes qui font partie, qui accompagnent les sorties de barques, qui accompagnent les cérémonies. Et enfin, parce que vous voyez les statues éparpillées comme ça, et vous avez vu qu'on fait de longues enquêtes avant de trouver qui appartient à quoi et qu'est-ce que ça signifie si on trouve. Il y a cette statue trouvée dans la cachette de Karnak, de la cour du temple de Karnak, où sur un même socle, encastré dans un même socle, il y a à la fois le dieu recevant, Atum, et le roi offrant des vases de vin, Horemheb. Ceci nous met sur la piste que toutes les statues que vous voyez agenouillées partout, des morceaux ici, par là, avaient un dieu à qui le roi offrait quelque chose. Et inversement, les dieux que vous voyez dans toutes les représentations en 2 dimensions recevant l'offrande du roi avaient ces effigies royales. Et finalement, le type debout qu'on a vu évoluer et qui reste jusqu'à l'époque romaine, mais en habits différents naturellement, et si elle est représentée, elle est uniquement devant des façades. Ici, 2 statues assises de Ramsès II
représentés devant la façade du pylône qu'il a ajouté au temple de Luxor, construit par Amenhotep III auparavant. Ici, à l'étape suivante, 3 ans plus tard, 2 statues de part et d'autre du roi debout ont été ajoutées. Et ces statues sont, dans cette attitude, sont uniquement représentées donc sur des façades ou dehors, à l'extérieur, comme les stèles de Ramsès II vous montrent, de Pi-Ramsès, où il y avait des colosses adorés par des gens, surtout des gens de l'armée, qui recevaient à cette occasion des récompenses des terres. Et il y a des représentations de ce type de boue avec des oreilles, donc il servait d'écouter les prières des gens. Et à Memphis, il y avait cette stèle de Ramosé, qui était un fondeur, et qui représente des colosses de ce type devant la porte de la porte de Ptah. Donc c'est déjà un début pour ça. Naturellement, les dimensions plus petites sont à l'intérieur des temples. Mais voilà. Et pour finir, comment ça va? Non, c'est vraiment la fin. Main dans la main. Main dans la main. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre une montre. Les 2 représentations vraiment font partie l'une de l'autre. Dans une chapelle découverte et étudiée par Lavi Pavashi à Memphis, dédiée à Ptah et Sekhmet, il y avait à la fois les statues et les représentations. En voici. Voici, vous voyez, dans le sanctuaire, il y a des groupes de dieu, de Ptah au milieu, et qui est flanqué de 2 déesses tenant sur les genoux une statue royale. Et en même temps, simultanément, vous voyez le roi agenouillé offrant à ces statues-là. Donc, tout est absolument entremêlé. C'est une relation indissociable. Alors, pensez, tous les reliefs que vous voyez dans les temples avaient leur pendant statuaire. Et soyons heureux qu'il en reste encore. Merci.